Nous sommes dimanche 14 avril, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Après 72 heures de visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire, le président de la transition gabonaise a quitté Abidjan hier samedi. Avant de décoller pour le Gabon, le général Brice Oligui Nguema a visité le parc des expositions d'Abidjan dans la commune de Port-Bouët. Le compte-rendu de Viviane Aïma à suivre en début de journal. Une semaine durant, Abidjan sera la capitale des arts, de la scène et du spectacle. Avec le Rwanda comme invité d'honneur, toutes les expressions culturelles du monde vont s'exprimer lors de ce Massa 13 qui a été officiellement lancé hier samedi par le Premier ministre Robert Mambé-Begré. On ira au Palais de la Culture dans quelques instants. Le Tchad entre ce dimanche dans la campagne électorale pour la présidentielle du 6 mai prochain. Pendant 21 jours, les 10 candidats vont sillonner tout le pays pour convaincre la population de voter pour eux. Le général Mahamat Idriss Déby aura en face de lui 9 candidats, dont le principal est le docteur Succès Masra. On en parle dans 30 minutes. Le SOAC, c'est le système ouest-africain d'accréditation. Il a été mis en place comme instrument communautaire d'aide à la protection des consommateurs ouest-africains et comme passeport pour l'accès des produits et services de l'espace aux marchés nationaux, régionaux et internationaux. Depuis 6 ans, la Côte d'Ivoire abrite le siège du SOAC, qui est aujourd'hui signataire des accords de reconnaissance mutuelle de la FRAC, de l'ILAC et de l'IAF. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Et après ces 6 années d'activité, quel bilan global? Pour en parler, Marcel Gbagidi, le représentant résident de l'institution, est avec nous dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour, M. Gbagidi. Bonjour, M. Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, vous êtes 3 fois étoilé. C'est ça. Une fierté, hein? Une fierté et une comparaison avec la Côte d'Ivoire, qui est aussi 3 fois étoilée. Ah ouais. On en parlera longuement tout à l'heure, pendant un quart d'heure en tout cas. À tout à l'heure, monsieur le directeur général. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui séjournait à Abidjan du 11 au 13 avril dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié, a quitté la Côte d'Ivoire hier samedi en début de soirée pour son pays. Vous le voyez là en image. Le président de la transition gabonaise a été raccompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Port-Bouët par le vice-président de la République Thiemoko Melia Koné et quelques membres du gouvernement. Au cours de son séjour, avant donc de quitter Abidjan, le président de la transition gabonaise a tenu à visiter le magnifique parc des expositions d'Abidjan, un parc des expositions situé dans la zone aéroportuaire de Port-Bouët. Il y est allé accompagné du ministre du Commerce et de l'Industrie et de notre grand reporter Viviane Aïma. Si, lors de sa rencontre avec le président de la République Alassane Ouattara le jeudi 11 avril au palais présidentiel, le président de la transition gabonaise, le général Brice Oligui Nguema, a salué le leadership du chef de l'État ivoirien en matière d'infrastructure. De fait, tout au long de sa visite d'amitié et de travail de 72 heures en Côte d'Ivoire, le président de la transition gabonaise a visité plusieurs infrastructures de développement. La dernière en date, le parc des expositions d'Abidjan, la plus grande infrastructure événementielle de l'Afrique de l'Ouest, inaugurée le 17 juillet 2023. Sous la conduite du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, le président de la transition gabonaise et son épouse ont visité le grand hall d'exposition d'une superficie de 7200 mètres carrés, décoré de plusieurs drapeaux de différents pays, dont le drapeau de la République du Gabon. A suivi la visite du Convention Center avec sa forme de grande nef centrale et son toit en forme de couvercle de champignons, bâti sur une superficie de 9000 m2 avec une capacité d'accueil de 5000 places assises ou pouvant contenir jusqu'à 10 000 personnes debout. Elle est destinée aux conférences internationales, aux manifestations politiques, aux concerts artistiques, aux divers salons. Le parc des expositions d'Abidjan est bâti sur une superficie totale de 16 hectares. Le président de la transition gabonaise a manifesté un grand intérêt au cours de cette visite. Le ministre du Commerce et l'Industrie lui a offert, à la fin de la visite, une maquette du parc des expositions d'Abidjan.
Et je vous le disais au sommaire, c'est parti pour le Massa 2024, le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Pendant une semaine entière, la métropole va vibrer au rythme des arts, de la scène et du spectacle. Et toutes les expressions culturelles du monde vont s'exprimer ici, en Côte d'Ivoire, avec le Rwanda comme invité d'honneur et la Corée, invité spécial. Le top départ de la grand-messe des arts et du spectacle a été donné hier par le Premier ministre Robert Mambé-Begré, qu'on va suivre maintenant. Le décor ne pouvait qu'être bien planté. L'emblème national, l'éléphant, veillant avec bonhomie. Arrivée du haut patron et les choses sérieuses lancées. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan peut alors commencer. 129 groupes ont été retenus avec plus de 1000 artistes et 300 spectacles qui seront proposés durant la semaine. Ces artistes auront en face d'eux le grand public d'Abidjan, mais aussi 109 programmateurs venus de tous les continents. C'est bien la première fois de l'histoire de notre manifestation que nous enregistrons un tel engouement de la part des artistes. Au-delà des spectacles, et cela est important, le Massa proposera des temps forts d'échange et de réflexion sur les enjeux qui traversent le secteur créatif africain. 30 années d'existence, mais l'édition 13 rééditée à Abidjan. Satisfaction de la CCT, aujourd'hui Organisation internationale de la francophonie, par la voix de Tiwong Maitra, représentant la secrétaire générale de l'OIF, qui apprécie la mobilisation en perspective autour de l'événement. Ayant pour thème jeunesse, innovation et entrepreneuriat, cette 13e édition s'inscrit au cœur même des priorités de l'OIF et fait écho au thème du 19e sommet de la francophonie, créer, innover et entreprendre en français. Les mêmes inclinaisons exprimées par les représentants des pays à l'honneur et invités spéciaux, le Rwanda et la Corée du Sud, qui adoubent la pertinence de la coopération culturelle établie avec la Côte d'Ivoire. Des pays qui apporteront durant ces 7 jours de festivités leur savoir-faire culturel. À l'endroit de tous, la ministre de la Culture n'a que des mots de remerciement. Vous venez de 4 coins du monde pour participer à cet événement d'une importance capitale pour la promotion de nos arts et de notre culture. Je me dois de vous remercier pour votre présence quantitative et qualitative. Votre volonté est manifeste de contribuer à nos côtés, à donner la chance à des talents de se révéler, se structurer, se professionnaliser et vivre de leur art. Le Massa, la canne de la culture après celle du football, c'est alors Robert Begré-Mambé, Premier ministre et maître d'ouvrage de ces 2 succès qui ouvrent officiellement les joutes artistiques. Après vous avoir offert les villages Cannes, la Côte d'Ivoire est heureuse d'offrir à l'Afrique et au monde les villages Massa pour découvrir les beaux spectacles des génies créateurs que sont nos artistes et nos danseurs à travers le continent. La culture, la danse, le spectacle, les contes, les slams, c'est pour les hommes de génie. C'est pourquoi je rends hommage à Mme Henriette Dagui-Dabaté, qui a été retenue comme marraine d'un prix qui désormais va porter son nom. Le Massa 2024, du 13 au 20 avril, peut donc accueillir son public. Un bref aperçu en son pays. Un reportage de Franck Quadio et Adama Akere. Après plus de 6 années de mission passées en Côte d'Ivoire en tant que représentant résident de l'OMS, Dr Jean-Marie Vianney Yaméogo quitte le pays. Il est allé faire ses adieux cette semaine au ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, en présence du ministre de la Santé et de notre reporter Souleymane Donissangou. Fin d'émission pour le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire. Dr Jean-Marie Vianney Yaméogo est élevé au grade de commandeur de l'Ordre national par le ministre des Affaires étrangères, Léon Adom Kakou. Au terme de sa mission, en termes de contribution dans la réalisation de la politique de santé publique initiée par le gouvernement ivoirien, le représentant résident de l'OMS en Côte d'Ivoire exprime toute sa reconnaissance. Avec émotion et fierté, je me veux reconnaissant envers la Côte d'Ivoire, votre beau pays et grand pays,
qui m'a tant donné, que j'ai pu servir avec honneur pendant plus de 6 ans, ce qui, encore une fois, m'honore. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger salue les efforts déployés dans le domaine de la santé et place ses adieux sous le sceau de la célébration de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'OMS. La mutualisation de nos ressources et de nos efforts pour relever tous les défis sanitaires en Côte d'Ivoire durant votre séjour en terre ivoirienne constitue un bel exemple de coopération et de confiance totale, gage de succès. Monsieur le représentant, chers frères, la Côte d'Ivoire s'honore de votre contribution efficiente et de votre constante disponibilité à accompagner et à dynamiser le secteur de la santé, notamment en ce qui concerne les programmes ayant trait à la mère et à l'enfant. Depuis novembre 2016, Dr Jean-Marie Vianney Yameogo a contribué au renforcement du système sanitaire et relevé plusieurs défis. Il s'agit notamment du Plan national de développement sanitaire 2016-2020, le Plan national de sécurité sanitaire, PNSS, la riposte contre la Covid-19 ainsi que le passage à l'échelle de la couverture maladie universelle, CEMU. Autre chose à présent, le projet 1 du métro d'Abidjan qui devient de plus en plus une réalité. L'État de Côte d'Ivoire entame les travaux de dévoiement du collecteur d'assainissement DN 1800 à Marcory, ce qui ne peut se faire sans façonnage d'une conduite en micro-tunnelier d'environ 10 mètres de profondeur sur 2,9 km avant son entrée en terre. Le projet a été lancé cette semaine dans cette commune du sud d'Abidjan en présence de plusieurs membres du gouvernement. Lansine Bakayoko, Vakassa Karamoko. Dans un ensemble urbain très dense, la technique du microtunnelier permet d'effectuer la pose de canalisation en souterrain sans couverture de tranchées, minimisant les dommages sur les habitations, les voies de circulation et sur la nappe phréatique. Le microtunnelier foncera une conduite sur un linéaire d'environ 3 km du carrefour de la station de pompage, donc ZP3, non loin du boulevard du Canal, avant de se raccorder à la conduite DN 1800 existante au carrefour Auxerre, donc à une profondeur qui variera de 8 mètres à 15 mètres. Baptisée Anne en hommage à la ministre Anne-Désirée Ouloto, anciennement ministre de la Salubrité, la machine est un outil de forage horizontal qui se présente sous la forme d'un tube fuseau dynamique. Cette phase marque une étape importante dans la réalisation de la ligne 1 du métro d'Abidjan, qui s'étire sur 37 km entre Anyama et Port-Boué. Le métro, ce n'est pas juste construire une ligne de chemin de fer, mais c'est tout un travail complexe qui se fait. Là, il y aura des voies de rabattement. Si le microtunnelier a été retenu par le gouvernement, c'est non seulement parce qu'il minimise les impacts environnementaux et sociaux, mais également parce que les études réalisées montrent que son utilisation est une vraie opportunité pour réduire les coûts financiers. Il y a des projets qui ont été retardés de plusieurs années, rien que pour les indemnisations des populations que nous devons déplacer. Aujourd'hui, grâce à la technique du microtunnelier, ça va réduire de 80% le coût des indemnisations. Le métro d'Abidjan n'est pas le premier chantier qui utilise cette technologie de pointe. Il y a déjà eu notamment la traversée de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro à la hauteur de Jesco et la conduite d'évacuation d'eau de ruissellement dans le tunnel d'Abobo. Et ce micro-tunnelier se prénomme Anne, on va le dire, Bakayoko Lansine. Autre secteur, autre projet, autre lancement. C'est le projet Energy Inbox qui vise à fournir de l'électricité aux populations vivant dans les zones rurales non raccordées au réseau électrique de Côte d'Ivoire. Entièrement soutenu par le Royaume-Uni, le projet a été lancé vendredi dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en présence de Juliette Ouya. Bientôt l'énergie éolienne pour alimenter les ménages installés dans les zones rurales non raccordées au réseau électrique national. C'est l'objectif du projet Energy Inbox ou énergie à portée de main. Il s'agit de transformer l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique, elle-même convertie en électricité. Lorsque vous construisez une éolienne et que vous voyez comment en si peu de temps vos mains ont créé une machine capable d'éclairer
est de charger un téléphone ou bien de faire tourner un ventilateur pour vous soulager de la chaleur, vous commencez à entrevoir ce qui est possible. La capacité de rêver plus grand devient une réalité à portée de main. Je suis donc, ce matin, fier d'annoncer que notre laboratoire contribuera à la concrétisation de ce projet pilote en réalisant 5 éoliennes de 1,5 kW au sein de notre atelier génie mécanique. Nous allons mettre tout en œuvre pour que ce projet puisse atteindre ses objectifs. Première étape du projet Energy Inbox, les villages du Bunkani, du Tchologo, de San Pedro, du Tonkwi et du sud Komoé. Energy Inbox va produire dans ces localités et à faible coût 5 générateurs éoliens de 1,5 kW et une quinzaine de petites éoliennes de 100 watts. Notre but en tant que Royaume-Uni est de faciliter le remplacement des millions de générateurs polluants et coûteux alimentés par des combustibles fossiles en accélérant la juste transition vers des solutions basées sur les énergies renouvelables. Financé par le Royaume-Uni, à hauteur de 118 millions de francs CFA, le projet Energy Inbox va durer 12 mois. On prend à présent la direction de Bouaké, dans le Bouaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire y était cette semaine en visite de travail, accompagné du directeur de l'AFD, l'Agence française de développement. Jean-Christophe Béliard a pu visiter entre autres le grand marché et l'hôtel de ville de Bouaké, des chantiers financés par l'agence. Depuis Bouaké, le reportage de Jean-Yves Zadi et Charles Tatou. La commune de Bouaké connaît des travaux de construction de son hôtel de ville et de son grand marché. 2 grands projets qui bénéficient de l'appui de l'Agence française de développement. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de ces projets, financés par son pays, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire y a effectué le déplacement. Jean-Christophe Béliard, accompagné du ministre-maire Amadou Koné, a visité les chantiers de l'hôtel de ville et du grand marché. On a visité un certain nombre de projets en cours, notamment celui du marché. On a vu qu'on touchait au but, puisqu'on nous a expliqué qu'on était à 80-90% de réalisation. On a visité également d'autres chantiers. L'impression générale, c'est que les choses avancent. Et je remercie tous ceux qui s'occupent des chantiers, parce qu'on voit bien que le travail est fait. On espère terminer un certain nombre cette année, décembre pour le marché. Le maire souhaite que ça soit même novembre, donc on va pousser dans ce sens. L'hôtel de ville, un bâtiment R+3, est presque achevé. Quant au grand marché, bâti sur une superficie de 12 hectares, dont 9 pour les magasins, il est composé de 5 blocs pour près de 8000 places. À ces 2 grandes infrastructures qui font déjà la fierté des Bouakois, s'ajoute la piscine municipale en état de rénovation qui s'inscrit dans les projets de Bouaké Nouveau, une vision du nouveau maire de la commune de Bouaké. D'ailleurs, le ministre-maire a fait visiter ce futur lieu de détente et le centre culturel Jacques Aka à l'ambassadeur de France. Il y a beaucoup de projets économiques. On a fait un forum Investir à Bouaké qui a mobilisé beaucoup de partenaires, mais il y a aussi des projets sociaux, des projets éducatifs, sportifs, le développement humain. Donc du coup, on leur a montré un peu tout ça. Nous allons continuer donc, à discuter avec l'ensemble de nos partenaires, dont donc, la France, qui est aujourd'hui pour nous ici à Bouaké, donc le premier partenaire. Comment ils peuvent nous accompagner. Nous envisageons donc de relancer vigoureusement le carnaval de Bouaké donc à partir de 2025. Peu avant ces visites, le ministre-maire Amadou Koné a partagé sa vision de Bouaké Nouveau à la délégation de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. L'ASFEDA, c'est l'ONG Action sociale pour les femmes et enfants défavorisés d'Afrique. Sa dernière activité en date est l'organisation hier samedi d'une conférence dans la commune d'Abobo à l'effet d'instruire les femmes sur leurs droits, l'objectif étant d'assurer leur bien-être familial. D'autres précisions avec Juliette Weir. Environ 50 femmes de la commune d'Abobo instruites sur leurs droits, notamment l'âge légal du mariage, l'usage du nom du mari,
la gouvernance de la famille et la succession. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale ASFEDA, Action sociale pour les femmes et enfants défavorisés d'Afrique. En initiant cette conférence, c'est permettre à la femme d'avoir la connaissance. Nous sommes dans une commune où la majorité de nos mamans, des braves dames, elles sont plutôt préoccupées aux activités commerciales. Donc nous avons donc trouvé nécessaire de pouvoir apporter cette formation à nos mamans, ces braves dames qui se réveillent tôt le matin pour le bien-être. Pour la conférencière, Maître Bakoura Koulibaly Doumbia, les droits de la femme sont certes importants, mais il faut savoir les appliquer dans la cellule familiale. Parce que le législateur fait des deux conjoints aujourd'hui les chefs de famille. Et vraiment, il faut un gouvernail. C'est difficile que deux chefs parlent du même ton. Ça doit se faire dans le bon ton réciproquement. C'est vrai que sur les documents, on aura sensiblement les mêmes droits, mais en même temps, la femme, ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures divines, sortent de la côte de l'homme. Donc en réalité, on est co-chef. À l'issue des échanges, les participantes ont exprimé leur satisfaction. Après la cérémonie, je sais comment prendre ma vie en main, comment entreprendre, comment gérer mon foyer. Née en juin 2023, l'organisation non gouvernementale Action sociale pour les femmes et enfants défavorisés d'Afrique fait la promotion des droits de la femme et favorise son autonomisation financière. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité vient de procéder à l'inauguration de la toute nouvelle mosquée de l'école de police d'Abidjan, bâtie sur une superficie de 200 mètres carrés. L'édifice financé par des partenaires et il est réalisé, et sa réalisation donc est faite par une ONG du nom de La Bienfaisance. Fred Oulaye, Abou Sanogo. Il est 13h. Quand sonne l'heure de la prière du vendredi, à l'école de police d'Abidjan, c'est la nouvelle mosquée dénommée Chama Abdourahman Al-Moutawa qui fait office de lieu de culte. 30 minutes plus tôt, se tenait la cérémonie d'inauguration de l'édifice en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Bâtie sur une superficie de 200 mètres carrés, la mosquée de l'école de police d'Abidjan a été réalisée par l'ONG La Bienfaisance. La construction de ces bels édifices permettra à des centaines de fidèles de se réunir pour la prière quotidienne dans un environnement spacieux, sûr, confortable et sécurisé. D'un coût de plus de 50 millions de francs CFA, cette mosquée comprend une salle de prière d'une capacité de 320 fidèles, des toilettes et des espaces aménagés. Pour le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, la religion joue un rôle important dans la société. La religion apparaît comme un instrument d'éducation des fonctionnaires de police. Ses vertus revêtent une importance capitale dans l'harmonie et la solidarité entre les frères d'armes dans l'exercice de leur mission régalienne. Penser et réaliser la construction de cet édifice traduit la foi des fonctionnaires de la police nationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a exprimé sa reconnaissance à l'ONG La Bienfaisance et a exhorté la communauté à la piété et au recueillement. Je suis heureux aujourd'hui de constater que ce qui a été une certaine idée à un moment donné est concrétisé aujourd'hui par la réalisation de cette mosquée. Il m'a été enseigné tout ce que vous pouvez faire pour vos semblables dans le cadre de la mise en œuvre et l'exercice de leur foi. Faites-le. Faites-le à titre de contribution. Je souhaite que Dieu bénisse l'œuvre humaine qui lui est dédiée. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a annoncé également la construction de temples pour la communauté chrétienne. L'ouverture de ces espaces religieux vise à rapprocher les croyants de leur Dieu. Allons-y maintenant à Anoumaba. Allons-y tous à Anoumaba. C'est un festival, c'est un autre festival, mais qui a tout son intérêt parce qu'il a pour objectif de valoriser les danses et les musiques du terroir, mais c'est aussi le lieu de parler développement de la localité. La première édition, c'était le week-end dernier et Herman Niamien était sur place pour RTI.
Dans cet espace qui fait office des cuisines géantes, des femmes en pleine préparation des spécialités culinaires les plus exotiques en pays Agni. Cette sauce, c'est du piment brûlé qu'on appelle sauce noire, makunzo. On prépare au moment où souvent c'est Pâques ou bien janvier. Se mange avec foutou ignam. Il a préparé bédé. Bédé, on prépare avec poudre de manioc sec, avec de la banane sec pilée. On pile les deux, on mélange. Je mets un peu de piment sec avec du sel. J'ai préparé le dokon. Le dokon, c'est à base de la banane plantain à loco. On pile la loco. Maintenant, on le mélange avec de la farine de maïs. Nous sommes au festival Tous à Anmamba, un événement culturel qui vise à rassembler les fils et filles de la localité afin de réfléchir à des projets de développement et aussi pour des réjouissances populaires. L'objectif principal pour nous, c'était qu'une fois au moins dans l'année, tous les fils et filles d'Anmamba puissent se retrouver ici au village et échanger sur des questions très importantes pour surtout le développement de notre village. Le sous-préfet d'Anmamba, représentant la ministre de la Culture et de la Francophonie, s'est réjoui de cette initiative qui vise à rassembler tous les ressortissants d'une même localité pour renforcer les liens de fraternité en vue de jeter les bases du développement. L'événement, c'est un cadre de promotion de nos valeurs culturelles, de nos us et coutumes. C'est un cadre de valorisation de nos danses et de nos chants, les chants du terroir. Tous allons à Anmamba. Voilà pour nous l'occasion de faire la promotion de la cohésion sociale. Des prestations de danse modernes et traditionnelles ont permis d'égayer les populations qui ont effectué le déplacement pour cette première édition du festival Tous à Anmamba. Le commissaire général de l'événement prévoit de nombreuses innovations à l'édition à venir. On va aussi faire un peu de lecture ce dimanche et c'est Bye Bye Dubaï que je vous recommande aujourd'hui. Elle incite la jeunesse à s'éloigner du phénomène de l'immigration clandestine. L'auteur de l'œuvre, c'est Eric Kofo et elle a été présentée il y a quelques jours au grand public. C'était dans la commune de Cocody. Marie-France Connet, Didier Nguessan, témoignage. Bye Bye Dubaï, 4e coup d'essai d'Eric Kofo. Une œuvre poétique qui se veut militante. L'auteur sensibilise la jeunesse sur les risques de l'immigration clandestine. Cette œuvre, de par son titre, est un vœu, est un souhait. Le souhait d'un changement de mentalité des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Bye Bye Dubaï, c'est bye bye la facilité, la perversion, l'immaturité. Les 2 millions, les 3 millions qu'on investit pour traverser la mer, là, on peut faire un petit commerce et puis commencer à être heureux chez soi. Donc je pense qu'il est mieux de rester chez soi. L'appât du gain enrichi par le rêve et au bout, la désillusion. Encore dans les mémoires, la scabreuse affaire du Porti-Porta mettant à nu l'horreur dernier espoir. À travers le lyrique, Eric Kofo ambitionne de porter le bon message. Au-delà même de Dubaï, dans pratiquement tous les pays, dans la société, dans chaque société, il y a, n'est-ce pas, un Dubaï en miniature qui se cache quelque part. Donc il faudrait que la société puisse changer, n'est-ce pas, de paradigme et revenir, n'est-ce pas, aux véritables valeurs, voilà, afin que la société puisse bien se porter. L'écrivain Eric Kofo est aussi auteur de 3 ouvrages, entre autres. Il était 21h17, Vive la poésie et il n'est pas encore minuit. Le Tchad entre ce dimanche dans la campagne électorale pour la présidentielle du 6 mai prochain. Pendant 21 jours, les 10 candidats retenus par la Cour constitutionnelle vont sillonner tout le pays pour convaincre la population de voter pour eux. Placé à la tête de l'État tchadien par le Conseil militaire de transition il y a 3 ans, juste après le décès de son père Idriss Déby Itno, qui venait de passer 31 ans aux affaires, le général Mahamat Idriss Déby aura en face de lui 9 candidats, dont le principal est de l'avis des spécialistes
syndicaliste, le docteur Succès Masra. Cet ancien cadre de la BAD a été pendant longtemps l'un des plus virulents opposants tchadiens. Il a fui en exil à la suite de l'un des plus sombres épisodes de la transition, le massacre de 75 à plus de 300 manifestants en octobre 2022 à N'Djamena, avant de signer avec le pouvoir de transition un accord qu'il a propulsé à la primature depuis janvier de cette année. Et voilà pour la première partie de cette édition. On passe à présent à votre magazine préféré. Notre invité est le représentant résident, directeur général du SOAC, le système ouest-africain d'accréditation, Monsieur Marcel Baguedi. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. On va tout de suite suivre un élément vidéo signé Lanciné Bakayoko du service économie de la rédaction de RTI. Aujourd'hui, le commerce mondial sans cesse globalisé, avec notamment la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires et la libéralisation des échanges, impose aux produits et services le respect des exigences réglementaires en vue de leur accès aux marchés internationaux. Pour les entreprises et même pour les États, les défis liés à l'accréditation pour une participation plus active au libre-échange régional et au-delà requièrent que des actions ciblées soient menées avec le concours de tous les acteurs et partenaires au développement. Les autorités ivoiriennes, conscientes des enjeux, ont engagé des réformes pour renforcer le cadre juridique et réglementaire du pays en matière de normalisation et de la promotion de la qualité. Bien plus, elles ont mené des actions destinées à renforcer l'infrastructure nationale de la qualité en facilitant l'opérationnalisation du système ouest-africain d'accréditation SOAC. En 2023, cet organisme régional d'accréditation a accrédité 37 laboratoires, dont 20 basés en Côte d'Ivoire, opérant dans les domaines de la biologie médicale, de l'étalonnage, des analyses et essais et de la certification. En fin de compte, l'accréditation est l'assurance que chaque produit est un gage de qualité et de sécurité pour tous, tout en permettant à l'entreprise de prospérer dans un marché exigeant. Merci beaucoup, Lanciné Bakayoko. Petit rectificatif déjà, j'ai cru entendre 37 accréditations délivrées, mais on est près du double. On est à 60 actuellement, effectivement. 60 accréditations délivrées depuis 6 années que vous êtes ici à Abidjan. Le SOAC déjà, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que c'est? Le système ouest-africain d'accréditation, c'est quoi? Déjà, merci de nouveau pour cette invitation et très heureux de se retrouver 6 ans après sur ce plateau pour faire le point. Donc le SOAC, c'est une volonté des États d'avoir un organisme pour régler des questions cruciales, notamment comment faire en sorte qu'on soit sûr que tout ce qui est évaluation de la conformité soit maîtrisé. Alors c'est une structure qui a été mise en place grâce à un partenariat fort entre plusieurs structures, notamment déjà la République de Côte d'Ivoire qui abrite le siège, mais aussi la Commission de l'UEMOA qui a créé cette structure en partenariat financier avec l'Union européenne, et puis une organisation technique, donc l'ONUDI, qui a permis sa mise en place. Et comme vous l'avez dit tantôt, nous avons démarré depuis 2018, effectivement, bien que ça ait été créé en 2005. Les organismes d'évaluation de la conformité ont donc eux aussi besoin d'être évalués. De combien de scopes disposez-vous, les secteurs dans lesquels vous avez la reconnaissance internationale? Vous avez bien fait de le souligner. Sur un espace donné, sans organisme d'évaluation de la conformité, il est difficile de pouvoir évoluer non seulement pour la protection des consommateurs qui sont confrontés à plusieurs produits, mais aussi pour l'exportation. Et aujourd'hui, on est très heureux d'informer le public qu'après 6 années, nous avons pu signer auprès des 3 fêtières qui sont la FRAC, qui est la coopération africaine d'accréditation, l'IAF, qui est le forum international d'accréditation, mais aussi l'ILAC, qui s'occupe de l'accréditation de tous les laboratoires, et les SCOP. La question, c'est tout ce qui est laboratoire, c'est-à-dire la biologie médicale, les analyses et essais, mais aussi les étalonnages dans les stations, etc. Et concernant l'IAF, ça va être tout ce qui est certification de système de management, ISO 9001, on en parle beaucoup, mais aussi certification de produits. Aujourd'hui, avec la dynamique dans la région de développer des marques et de permettre l'exportation de produits. Et puis, enfin, vous avez aussi la certification de sécurité sanitaire des aliments, vraiment des secteurs clés par rapport à notre besoin de développement en Afrique de l'Ouest. Alors, la FRAC,
l'ILAC, l'IAF. Vous avez quelque chose à nous présenter ici? Tout à fait, c'est une petite synthèse de tout le travail qui a été fait. Donc voilà. Et je vais le présenter, c'est la réalisation peut nous... Voilà, les 3 signataires sont là, l'ILAC, la FRAC et bien entendu l'IAF. Félicitations, le SOAC, ça évolue en 6 années de présence en Côte d'Ivoire. Je me souviens de cette première émission qu'on a eue ici en 2018 quand vous vous installiez. Votre travail concerne, il faut le dire, aussi bien les vérificateurs, les inspecteurs que les certificateurs. Tout à fait, et il s'y ajoute aussi les laboratoires, qui est la base, qui sont les plus connus. Quand on parle d'évaluation de la conformité, on pense tout de suite à des laboratoires, la biologie médicale, la santé, les essais dans tout ce qui est agroalimentaire, minéraux, parce qu'on n'oublie pas, nous savons beaucoup de pays qui ont des minerais qu'il faut bien analyser, le pétrole, etc., donc les laboratoires. À cela va s'ajouter, comme vous l'avez dit, les certificateurs, mais aussi l'inspection et de tous nouveaux organismes, les vérificateurs, pour toutes les questions de pollution qui sont une actualité de nos jours. Les pays avancés vous reconnaissent-ils? Il n'y a pas de difficulté? 6 ans avant, c'était une question que vous m'aviez posée et c'était un challenge parce que quand vous parlez d'accréditation, même si le cadre réglementaire est très bien fait, en Afrique de l'Ouest, ça a été reconnu, puisque nous avons un seul organisme pour les 8 États membres, il n'empêche que la reconnaissance de ce que vous faites, les certificats à l'exportation, si vous n'êtes pas signataire, puisqu'il y a plusieurs étapes, vous allez être membre observateur de ces structures, vous êtes membre plein, mais en réalité, la confiance ne vient que lorsque vous avez signé, c'est-à-dire que vos pairs, organismes d'accréditation comme vous, reconnaissent que vous avez la même compétence et de facto, l'opérateur économique en bénéficie puisque son certificat peut circuler plus facilement avec les marchandises qu'il voudrait vendre. Il faut dire, pour tous ceux qui nous suivent en ce moment, certification, accréditation, c'est bien différent. Très différent. L'accréditation, c'est régalien. Nous avons donc une mission d'utilité publique et c'est l'occasion de remercier de nouveau la Côte d'Ivoire qui a très rapidement mis en œuvre le cahier de charge de la commission de l'UEMOA, donner l'utilité publique au SOAC à cause de cette mission d'intérêt général, mais aussi lui donner un accord de siège qui lui donne une dimension diplomatique. Par contre, la certification, nous sommes sur un marché de compétition où lorsque vous voulez aller vers la certification, vous avez le choix. Vous demandez des cahiers d'appel d'offres, etc. L'accréditation, c'est un peu la police des polices, si vous voulez, par rapport aux organismes d'évaluation de la conformité. Il faut que nous nous assurions que ces certificateurs, ces inspecteurs, ces laboratoires répondent aux normes internationales. Et c'est pour ça qu'il nous est fait obligation d'être à but non lucratif et d'être ainsi démontrer notre impartialité. Vous qui évaluez les organismes d'évaluation de la conformité, qui vous évalue, vous? Justement, on est au sommet de la pyramide. Alors, il y avait un problème. Comment on évalue justement les évaluateurs? Et c'est dans ce cadre qu'on parle d'évaluation par les pairs. Donc, les pairs, ce sont tous les organismes d'accréditation d'une même région d'abord. Et c'est pour ça que vous avez la FRAC. On va commencer par l'Afrique. Ils vont venir, ils sont venus en Côte d'Ivoire par deux fois et une fois en ligne. C'est encore l'occasion de remercier pour les avoir accueillis. Et ils font une évaluation de fond au niveau de votre siège, qui sera poursuivi sur le terrain. On va vous regarder avec vos équipes qui évaluent. Et c'est au bout de ce processus qui dure au moins 1 an, pour ceux qui vont vite, que la confiance peut être établie et que vous allez signer cette fois les accords de reconnaissance. Une fois que vous signez à la FRAC aussi se fait évaluer par les pairs internationaux et par ricochet, vous pouvez ainsi signer les accords de l'ILAC si on vous a donné le cachet de quitus pour tout ce qui est laboratoire, et puis signer ceux de l'IAF pour tout ce qui est certification. Et comment se détermine votre compétence? Justement, la compétence, ça va déjà de dire qu'est-ce que vous voulez accréditer aujourd'hui. Je veux dire, dans la région, la priorité que le conseil d'administration nous avait fixée à l'époque, c'est de dire aller accréditer les laboratoires, parce que pour nous, la santé, les bâtiments, tout ça, ce sont des priorités. Donc, nous avons fait une première requête de demande d'évaluation auprès de la FRAC qui est venu sur place évaluer non seulement le dispositif, et c'est l'occasion aussi de remercier pour le siège, parce que qui dit organisme d'accréditation, vous devez démontrer que vous avez un siège, et c'est ce que la Côte d'Ivoire a fait. Nous avons pu l'inaugurer très récemment avec Monsieur le ministre. Et à côté de ça, maintenant, la compétence de vos équipes d'évaluation, qui vont être sur le terrain, observées en activité, et c'est la synthèse de tout cela qui pourra permettre
de dire vous respectez les critères internationaux qui sont notamment la norme ISO 17011. Ouais. L'accréditation est obligatoire en Côte d'Ivoire, hein, mais pas dans tous les autres pays, pas tous les autres États de l'UEMOA. Comment se fait l'accréditation SOAC et pourquoi il faut se faire accréditer? Important de se faire accréditer parce que déjà, ça devient un peu une barrière pour l'accès au marché. Je pense à la ZLECAf. On se souvient de la Covid. Alors, vous avez des laboratoires qui émettent des certificats, mais comment je m'assure, quand je suis dans un pays tiers, que je peux avoir confiance? La ZLECAf, les marchandises de l'Afrique de l'Ouest vont arriver à la frontière d'un pays avancé. Je suis d'accord que c'est une zone de libre-échange, mais comment je peux être sûr que ma population ne va pas être affectée par ces produits qui doivent donc être accompagnés de certificats. Ces certificats donc sont délivrés par des laboratoires et c'est en ce moment-là que le SOAC intervient pour donner le quitus à ces laboratoires, mais aussi à ces organismes d'inspection, de certification, on pense au cacao, etc., pour dire vous faites bien votre travail et les certificats que vous délivrez à l'opérateur économique, à une entreprise, à un laboratoire, ils sont de valeur et ils peuvent circuler partout dans le monde. C'est donc établir la confiance par la compétence. Tout à fait. Vous avez le slogan des accréditeurs et c'est une bataille de tous les jours et c'est l'occasion de remercier le personnel, certes réduit, mais qui se bat. Et derrière ce personnel, leurs familles, qui nous ont permis en si peu de temps d'atteindre ce résultat. D'atteindre ces résultats. 60 accréditations délivrées en 6 ans à raison de 10, on va le dire comme ça, 10 par année, même si vous pouvez faire mieux. Mais vous avez également accrédité des entreprises hors CEDEAO, hein, notamment le Maroc même. Tout à fait. Aujourd'hui, le fait que le SOAC ait atteint ce niveau de reconnaissance internationale fait que ça facilite les choses pour d'autres régions où il n'y a pas encore d'organisme d'accréditation. Et nous avons été agréablement surpris de recevoir des requêtes du Burundi, où nous avons déjà 2 accréditations, mais aussi du Cameroun, du Gabon, et comme vous l'avez dit, du Maroc, ce qui était un peu surprenant, mais qui montre que dans la coopération développée entre l'Afrique de l'Ouest, en particulier la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc, nous sommes aussi dans un espace d'échange où notre pays, notre région aussi peut offrir quelque chose dans ce partenariat. Et donc, c'est une coopération qui s'amplifie, notamment dans l'accréditation des laboratoires d'étalonnage, très prisés par le Maroc. Revenons au cas précis de la Côte d'Ivoire. Notre police scientifique est accréditée. Hein, c'est d'ailleurs la seule dans toute l'Afrique qui l'est. J'ai envie de vous demander, cela répond à quoi? Mais justement, vous l'avez dit, quel est l'intérêt de se faire accréditer? Vous l'avez dit. Hein. 2018, 2024, 6 ans, 2 lois coulées sous les ponts. Quel bilan vous pouvez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Déjà, les 3 reconnaissances. Le point que vous avez soulevé, la police scientifique, je pense qu'il est très important. D'accord. Et ça nous permet d'illustrer pourquoi l'accréditation est importante dans tous les domaines. D'accord. Vous imaginez qu'une police va avoir des laboratoires qui vont faire des enquêtes. Je pense par exemple à de la drogue. Il faut décider si c'est de la cocaïne ou pas. Et les officiers de justice, ont besoin de résultats pour pouvoir prendre des décisions idoines. Et vous comprenez que plus que jamais, il est important que ces structures-là puissent bénéficier d'un quitus externe qui garantit au mieux que les résultats qu'ils donnent sont des résultats conformes. 6 ans après, un bilan très satisfaisant grâce à l'engagement de la commission de l'UEMOA, l'engagement de la Côte d'Ivoire, notamment M. le ministre Souleymane Diarra-Souba, qui a été d'un fort appui pendant tout ce projet, parce que déjà, il y a la question du siège. Quand vous demandez à être évalué par les pairs, on va vous donner un quitus mondial. Est-ce que vous êtes une structure en place, bien établie, qui a un siège et qui a un minimum de fonds financiers pour que demain, si vos certificats ne sont plus... si la structure fonctionne, qu'il n'y ait pas de problème avec les certificats que vous avez validés. Donc le bilan, c'est déjà d'avoir un siège définitif qui a été offert par la Côte d'Ivoire, mis à neuf totalement, que vous avez eu l'occasion de nous faire l'honneur de visiter et qui a été récemment inauguré par Monsieur le ministre et ses hôtes, notamment l'Union européenne, l'ONUDI, etc. Au-delà de ça, c'était aussi l'accord de siège. L'accord de siège qui donne au SOAC un statut diplomatique et qui était dans le cahier de charge demandé par la commission de l'UEMOA. Pourquoi cet accord de siège? Déjà pour participer à l'effort par rapport au coût, parce que, in fine, il s'agit de faire en sorte que l'accréditation soit vulgarisée et accessible à tous. Et en offrant l'accord de siège, d'une certaine façon, les services sont exonérés de TVA,
Ce qui fait que rien que pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un moyen d'aider au développement de l'accréditation, sachant que pour ce qui se fait en dehors de la Côte d'Ivoire, déjà, il n'y a pas de TVA. Et puis, au final, c'est cette signature d'accords, comme vous l'avez dit tantôt, 3 accords internationaux signés qui nous permettent aujourd'hui d'être respectés un peu, si vous le voulez, et de défendre la voix de l'Afrique de l'Ouest au niveau international, parce que jusqu'au 6 décembre 2023, par exemple, quand il s'agit de certification, nous n'avions pas vraiment droit au chapitre, parce que tant que vous n'êtes pas signataire, vous n'êtes pas vraiment considéré, voilà, vous êtes accepté, mais vous n'êtes pas vraiment considéré, notamment la qualité des marchandises qui sont exportées par ceux qui viennent de votre zone. Un joli siège, hein, vraiment un très beau siège, une 60aine d'accréditations ont délivré, mais comment les rendre crédibles? Où on en est avec la technique chez vous? Alors, pour les rendre crédibles, c'est déjà de consolider encore plus les scopes que nous avons obtenus, puisqu'aujourd'hui, on l'a rappelé, nous sommes certes sur les laboratoires, la certification, mais la demande devient de plus en plus forte. Et c'est basé sur un pool d'évaluateurs qu'il nous faut faire grandir et former. Et c'est pour ça que c'est une mission d'utilité publique, parce que plus vous avez de besoins, plus vous avez besoin de former et de stabiliser cette structure. Et donc, on disait tantôt que le personnel qui est là doit être sécurisé pour pouvoir avoir envie de donner plus et couvrir tous ces nouveaux scopes et toutes ces nouvelles problématiques qui nous viennent d'un peu partout. Je l'ai dit, plusieurs pays ont découvert du pétrole. Vous avez les minerais, on a parlé de la police scientifique, on a parlé de la pollution qui devient un problème et qu'il faut évaluer. Cela signifie que ce qui est demandé au SOAC grandit. Et le fait que nous soyons tous ensemble, les 8, doit pouvoir permettre de pérenniser tout cela et au service in fine du consommateur. Vous évaluez, mais il faut dire que ça n'exclut pas qu'il y a quand même des risques d'erreur de votre part. Tout à fait, je pense qu'il s'agit d'une œuvre humaine et il y aura forcément des erreurs, mais l'objectif d'un système de management... C'est d'en avoir le moins possible. C'est d'en avoir le moins, et c'est en ce sens que nous saluons la dynamique aujourd'hui qui est notée en Côte d'Ivoire, mais aussi dans d'autres pays, de mettre en place des systèmes de gestion de la qualité au sein de l'administration. Cela nous paraît très important parce que ça permet d'être dans un écosystème où tout le monde a les mêmes valeurs et nous travaillons à faire en sorte que le risque par rapport au consommateur final, les produits auxquels il est exposé, soient minimisés. Les évaluateurs se font évaluer à quel coût et comment en arriver au fait de les rendre plus abordables? Vous avez raison, si c'est d'utilité publique et d'intérêt général, on s'attendrait à ce que ça soit vraiment vulgarisé. Et c'est là que nous voulons appuyer pour insister et remercier la commission de l'UEMOA qui a vu ce projet, qui s'est dit, allons-y, vu les challenges si nombreux et les défis qu'il va falloir relever, allons vers un organisme pour mutualiser les efforts, mutualiser les coûts, partager ensemble les coûts et rattraper notre retard, parce que sinon, ça aurait été une aventure pour chaque pays. Et dans ce cadre-là, la commission de l'UEMOA a permis d'avoir une subvention au SOAC. Depuis déjà, nous en sommes à la deuxième subvention sur 6 ans, qui a permis de réduire considérablement les coûts, puisque nous sommes dans une fourchette de 30 à 50% moins cher que ce qui se faisait quand il n'y avait pas de SOAC et que je suis obligé en tant que laboratoire, structure, d'appeler des structures étrangères. Est-ce que le SOAC est-ce que vous êtes stable financièrement? Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Votre budget, c'est combien? Alors, le budget, c'est souvent les questions qui fâchent, mais ce qu'on peut dire, c'est que lors du lancement de l'inauguration du siège, nous avons eu un engagement de la commission qui a dit qu'elle serait toujours aux côtés du SOAC pour soutenir cet outil important, ainsi que du gouvernement ivoirien. Derrière cela, ce qu'on voudrait aussi rajouter, c'est le fait qu'il est important que les organismes d'évaluation accrédités puissent garder cette accréditation. Et dans ce cadre, c'est une invite au pays de mettre en place des lignes budgétaires, parce que souvent, vous faites l'effort avec des partenaires qui vous permettent d'arriver à l'accréditation, mais puisque vous êtes une structure publique, il se peut que ça ne soit pas budgétisé et vous risquez de perdre votre accréditation, ce qui a déjà été le cas. Donc vous voyez ainsi, c'est une source aussi de revenus pour pouvoir permettre au SOAC de couvrir tous les besoins qui sont demandés, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Merci. C'est moi qui vous remercie. On dit même que la presse est concernée par la certification. Tout à fait. Et donc, le référentiel JTI, Journalist Trust Initiative,
qui mobilisent des certificateurs de plus en plus dans la région, qui vont se faire accréditer. Et nous espérons que très bientôt, la RTI aussi, certaines émissions comme la vôtre, pourront prétendre à cette certification qui sera garantie derrière par une accréditation du SWAC. Cette émission Dimanche Magazine, on va passer haut les mains, vous le savez. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Gbaguidi. Marcel Gbaguidi, représentant résident du SWAC en Côte d'Ivoire. Vous êtes venu sur notre plateau ce dimanche pour nous faire un point des activités de votre institution depuis 2018 que le siège est ouvert en Côte d'Ivoire. Merci encore de votre sollicitude et bon retour chez vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. On se retrouve le week-end prochain. Bon dimanche.